Un tout petit mot pour vous expliquer le choix de cette thématique. Et donc aujourd'hui, dans cette grande journée consacrée à l'entrepreneuriat, pourquoi ce zoom sur l'économie sociale et solidaire? Alors vous savez que la région a la compétence du développement économique. Et dans le cadre de cette compétence, la région accompagne depuis plusieurs années spécifiquement le développement de l'économie sociale et solidaire. On considère que c'est une forme d'entrepreneuriat, une manière d'entreprendre qui répond directement à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire. Et donc à ce titre, on a développé une stratégie régionale pour accompagner les entrepreneurs de l'ESS à tous les stades de la vie de leur projet sur le territoire. Ça passe par pas mal de dispositifs. Alors, je ne vais pas vous faire le catalogue qui serait un petit peu long. L'idée aujourd'hui, c'est surtout de l'illustrer concrètement avec Yézil et Frédéric. Mais simplement pour vous expliquer, donc la région intervient en financement à travers des dispositifs de financement, de subventions qui permettent d'investir dans les projets de l'ESS. Et puis on finance aussi des programmes d'accompagnement, puisque l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon de créer son travail, mais qui suppose d'être entouré, d'être accompagné. Et donc dans cette mesure, on finance des programmes d'accompagnement que sont notamment le programme Émergence, qui est porté par France Active, qu'on va aborder. Puis un autre programme qui est l'accélérateur ESS aussi, par exemple, qui accompagne le changement d'échelle des projets de l'ESS. Voilà, après ce rapide panorama de l'action régionale, je vous propose peut-être de laisser les autres intervenantes se présenter. Je te laisse démarrer, Yézil. Merci Marguerite, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je suis Yézil Rusconi, je suis la directrice générale de France Active Île-de-France, pas forcément France Active Nationale, qui est un réseau qui est composé de 35 associations territoriales, une tête de réseau, France Active Nationale, et 2 sociétés financières qui sont les sociétés qui nous permettent de financer l'ESS depuis 1988. On est sur un réseau qui est composé de 800 salariés et pour parler plutôt du niveau de l'Île-de-France, donc une coordination régionale, France Active Île-de-France, qui coordonne l'activité de 4 associations territoriales qui couvrent la totalité des départements de l'Île-de-France, mais on va en parler tout à l'heure quand on va parler de l'ESS. C'est un réseau qui est spécialisé dans l'accompagnement et les financements de l'économie sociale et solidaire, mais également de l'accès au financement pour les publics les plus vulnérables ou qui ont plus de difficultés à accéder aux canaux de financement classiques, c'est-à-dire par exemple le crédit bancaire. Bonjour. Bonjour Frédéric Jonard, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de maçonnerie qui s'appelle Terra Mano. Je travaille dans le secteur de l'éco-construction. Et voilà, j'ai monté cette entreprise en 2016, d'abord comme une entreprise d'architecture, qui était mon métier initial, et puis maintenant je suis du côté de l'artisanat et du côté des chantiers. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Entreprendre aujourd'hui, c'est un acte qui répond à des impératifs divers et variés, à des envies, à un besoin de créer son emploi, de créer son activité. Mais de plus en plus, et peut-être depuis toujours, l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon de mettre au cœur de son activité professionnelle des convictions, des valeurs. Je pense notamment à des jeunes aujourd'hui pour qui le sens du travail est devenu un peu une boussole assez incontournable, à des entrepreneurs un peu moins jeunes mais qui ont eu des activités professionnelles et qui décident de remettre leurs convictions et des choses qui leur tiennent à cœur au cœur de leur activité professionnelle. C'est une tendance dont on entend tous parler. Elle est chiffrée aujourd'hui, notamment grâce à France Active qui sort régulièrement des baromètres de l'entrepreneuriat des jeunes. Et je crois que c'est en 2022 que France Active a chiffré aussi cette appétence pour l'entrepreneuriat engagé. Donc un jeune sur 2 aujourd'hui souhaite créer son entreprise. Et sur ce pourcentage-là, 65% déclarent vouloir créer une entreprise pour changer le monde. Alors l'ambition n'est pas petite et on connaît tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain auxquels il va falloir faire face. Et donc l'entrepreneuriat, c'est une façon directe de prendre à bras le corps ces sujets, de mettre ses convictions au cœur de son projet et d'en faire une activité économique viable.
Yézil, je me tourne vers toi parce que France Active s'est développé et les activités, le réseau de France Active s'est développé autour de cette notion d'entrepreneuriat engagé. Voilà, comment est-ce que France Active a défini cette notion et comment est-ce que l'ESS, du coup l'économie sociale et solidaire, trouve sa place dans l'activité de France Active aujourd'hui? Merci Marguerite. Effectivement, l'entrepreneuriat engagé, c'est un concept qu'on a développé au sein du réseau pendant la stratégie 2015-2020 de notre réseau. Nous, on fonctionne avec des plans d'action sur 5 ans. Et en 2018, on a décidé de rendre plus lisible à la fois à l'extérieur pour notre cible, mais également dans notre fonctionnement, et de développer ce concept qui, pour nous, regroupe un peu toutes les valeurs qu'on cherche dans les entreprises qu'on va financer. Donc, l'entrepreneuriat engagé, chez nous, c'est quoi? C'est 5 dimensions qui sont prises en compte par nos porteurs de projets et qui permettent justement de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire. L'emploi, donc on va voir comment le projet crée de l'emploi, est-ce qu'on est sur de l'emploi pérenne ou pas, parce que nous, on a envie aussi de financer des boîtes qui créent de l'emploi pérenne. Territoire, comment le projet répond aux besoins d'un territoire et de ses habitants. Utilité sociale, est-ce que c'est un projet qui permet de lutter contre l'exclusion sociale, les inégalités ou pas. L'environnement, parce que bien évidemment, les enjeux environnementaux, et Marguerite le disait tout à l'heure, sont au cœur aujourd'hui des enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées, mais pas seulement. Il faut penser qu'il y a plein d'autres enjeux sociaux, démographiques qui nous attendent ou qui sont déjà là. Et comment voilà, l'environnement, bien évidemment, pour nous, c'est un pilier essentiel de ce qu'on cherche dans les entreprises qu'on finance. Et puis la gouvernance, parce que la gouvernance, vous savez, c'est un élément qui caractérise l'ESS depuis sa création. Avant, disons, quand les premières entreprises de l'ESS se créaient, on parlait beaucoup du statut qui faisait d'une entreprise une entreprise de l'ESS. Aujourd'hui, avec la loi Hamon de 2014, qui bientôt arrive à son anniversaire de 10 ans, on a élargi ça à l'entrepreneuriat social. Donc, quand on dit ESS, on ne dit pas seulement les associations, les fondations, les coopératives, mais on dit plus largement tous les statuts qui ont cette envie de contribuer à apporter des réponses à des besoins sociaux, écologiques et démographiques. Donc, tout ça juste pour dire voilà, que la gouvernance, là-dedans, ça a quand même une importance essentielle et clé, parce que les formes de gouvernance déterminent aussi l'avenir de la structure. Donc, est-ce qu'on est sur des gouvernances qui sont transparentes, partagées ou pas? Comment la redistribution de la valeur, qui est un concept clé dans l'économie sociale et solidaire, est prévue dans l'entreprise. Et du coup, ces 5 dimensions nous permettent justement de définir qui sont les entreprises qu'on veut accompagner et financer. Et aujourd'hui, en fait, on a franchi un pas, parce qu'on lance une nouvelle offre dans laquelle pas seulement on cherche un impact positif, mais on veut aussi éviter les incidences négatives. C'est-à-dire que si on a face à nous une entreprise qui délocalise son emploi, eh ben, ce n'est pas une entreprise que nous, on va pouvoir financer. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est vraiment... Les temps sont mûrs. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de l'ESS. Marguerite l'a évoqué tout à l'heure. Un entrepreneur, une personne sur 2 a envie d'entreprendre. Beaucoup sont intéressés par l'ESS. Pourquoi? Parce que l'ESS est dans une trajectoire de développement. On le verra tout à l'heure. Parce que l'ESS a une capacité de rebond et d'adaptation aux enjeux et aux transformations de la société qui est remarquable. Et du coup, voilà, tout ça, disons, fait de l'ESS quelque chose... un secteur en pleine expansion. Et voilà. Merci beaucoup, Yézil. Je me tourne maintenant vers vous, Frédéric. Votre parcours et votre projet aujourd'hui illustrent assez parfaitement ce dont on est en train de parler, à savoir le fait d'avoir mis au principe fondateur de votre projet ce que j'imagine être une passion, l'artisanat, et puis surtout d'y avoir intégré aussi des valeurs et des convictions très fortes. Le fait de proposer voilà, des méthodes d'éco-construction dans un secteur du bâtiment qui est très très carboné, le fait de mettre les femmes aussi au cœur de votre projet, une dimension sociale aussi dont vous nous avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà, quelle a été l'histoire de la création de Terramano, et aujourd'hui comment est-ce que vous vous inscrivez dans l'économie sociale et solidaire? Oui, ok. Donc, alors il faudra que je reparte de ce qu'a été l'activité par le passé, puis de ce qu'elle est devenue, puisque tout ça, c'est vraiment un chemin petit à petit qu'on élabore.
aussi avec la maturité professionnelle qu'on acquiert sur le terrain. Donc au départ, j'ai envie de le faire de manière chronologique si ça vous dérange pas. En fait, le départ pour moi, c'est l'Amérique latine. C'est là où j'ai appris comment construire avec la terre crue. Et donc, avec ce matériau qui a une circularité assez remarquable, c'est une matière en fait qu'on puise. Oui, voilà, là vous voyez quelques exemples. En fait, la terre crue, on la récupère dans le sol, elle subit très peu de transformation, et on va très vite arriver en fait à la transformer en briques, en enduits, en plusieurs éléments de la construction qui peuvent être à la fin de la vie du bâtiment démantelés et réutilisés tels quels. Donc en fait, cette terre, elle ne constitue jamais un déchet dans la construction. Et c'est un matériau très universel qui est utilisé dans toutes les cultures du monde. Ça aussi, ça me semble important dans tous nos liens interculturels. Voilà. Donc tout ça, c'était mon point de départ, de cette prise de conscience avec ce matériau. Dans mon métier, l'architecture, donc pour construire, je me posais des questions, comment, avec quel impact, etc. Donc partant de là, quand je suis rentrée ici en France, où j'ai fait mes études, j'ai monté mon entreprise, d'abord d'architecture. Et en étant sur le terrain en tant qu'architecte, je trouvais peu finalement de constructeurs pour exécuter les détails que moi je pouvais développer dans mon projet, tout ce que je pouvais dessiner, proposer, tout ça. Voilà. Donc au bout d'un moment, je me suis dit il faut former. Il faut former. Donc j'ai commencé à me rapprocher des CFA. Voilà. Et donc en faisant ça, je me suis rendu compte que finalement on formait les artisans d'aujourd'hui de manière avec des matériaux très industrialisés, très consommateurs en carbone, et aussi dont les déchets sont difficiles à revaloriser. Alors même si aujourd'hui il y a des avancées extraordinaires là-dessus, voilà, c'était le constat. Donc je me disais comment moi j'intègre ce matériau dont maintenant j'ai conscience que je sais manier, etc. Et de fil en aiguille, j'ai pas pu résister, je me suis mise à le faire. Donc, j'ai créé mon entreprise finalement de construction et non plus d'architecture. Je me sentais mieux sur le chantier. Et ce que j'ai découvert sur le chantier, c'est un contact avec les personnes, enfin déjà le besoin qui est exprimé par un client, que ce soit une collectivité, une association ou un particulier, ce besoin de vivre dans quelque chose de sain, de maîtriser son économie, de pouvoir participer éventuellement à son projet. En fait, pourquoi le chantier, ce serait quelque chose qui serait, comme on dit, interdit au public? C'est hyper important, le moment du chantier, ça veut dire qu'il y a un moment clé, il y a une transformation dans l'histoire du lieu. Donc finalement, tout le monde doit pouvoir y accéder, même les personnes âgées, même les enfants. Enfin, et voilà. Donc du coup, tout ça commençait à prendre forme. Et là où j'ai vraiment fait la bascule, c'est à travers la création d'un chantier d'insertion. Donc en 2018, avec Eugénie Ndiaye, on crée l'ACI Terre de Femmes sur le support que nous offre à l'époque l'Armée du Salut, le Palais de la Femme, et qui nous demande que ce soit un chantier dirigé aux femmes, enfin, vraiment pour leur emploi, pour leur parcours à elles, en fait. Donc on crée un chantier dans lequel on va s'intéresser aux revêtements, aux enduits en terre crue. On va jusqu'aux enduits décoratifs. On peut vraiment faire des finitions. Voilà. Et donc, donc, du coup, plusieurs postes vont être ouverts dans cette ACI qui continue à fonctionner aujourd'hui. Et donc, dont moi, j'ai fait l'encadrement technique, la recherche de chantier et toute l'organisation un peu fonctionnelle du travail, en fait, pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai repris mon chemin, finalement, plus vers l'artisanat. Donc dans mon entreprise, qui est une entreprise, on va dire, du point de vue juridique très classique, c'est une SAS. Voilà, moi j'avais choisi ce statut il y a longtemps en tant qu'architecte, d'abord parce qu'en tant que femme, je pense que j'avais envie d'avoir une protection sociale complète, quoi. Donc je voulais être salariée de mon entreprise. Ça m'avait rassurée. J'avais pensé aussi, voilà, si j'ai des enfants, qu'est-ce qui se passe, enfin, donc j'avais choisi ce statut et voilà, je poursuis avec ce statut-là. Et aujourd'hui, vu cette inscription, en fait, je précise aussi que du coup, la matière que j'utilise, c'est des matières qui sont excavées, par exemple sur tout chantier de construction, d'infrastructure. On a toutes ces terres qui sont parfois des terres argileuses, qui sont parfaitement utiles pour la construction. Donc moi, c'est ces terres-là que je récupère.
et que je retransforme en enduit ou en stuc, en briques. Voilà. Donc c'est finalement quasiment d'un déchet du BTP que je refais une ressource pour le BTP. Et pour l'instant, les créations de postes que j'ai pu faire dans la vie de l'entreprise artisanale, c'est très ponctuel, c'est par chantier. C'est quand j'ai des chantiers pour des collectivités, donc je suis sûre que ça va se faire, je suis sûre que ça va être... j'ai une visibilité d'un coup qui s'installe, et là j'arrive à créer des postes rémunérés, des postes vraiment salariés, mais en CDD pour l'instant. Mais bon, voilà, c'est vraiment un travail de fourmi, de développer, de pas tomber aussi, parce que des fois il y a des retards de paiement, 4 mois, voilà, donc on a la trésorerie qui fond, voilà. Bon, enfin tout ce que les entrepreneurs connaissent, mais donc d'avancer pas à pas et de pas prendre trop gros pour pas se faire de frayeur non plus. Et cette année, je suis dans l'accompagnement, donc accompagnée par le programme Émergence. Et dans ce programme, j'apprends aussi à m'outiller plus en tant qu'entrepreneur, parce que c'était pas vraiment non plus moi, j'ai jamais fait même d'études, ne serait-ce que de commerce. Enfin, j'ai aucune notion comme ça. Je suis un profil finalement très technique. Donc, sur un chantier, je suis comme un poisson dans l'eau. Et devant la gestion de la boîte, la recherche de financement, le développement, le juridique, tout ça, pour moi, c'est des mondes qui étaient assez fermés et auxquels je m'initie tout doucement. Donc voilà, c'est ce chemin que je fais. Et donc pourquoi ça s'inscrit dans l'ESS ? Bon, il y a vraiment un désir de coopération, en fait. Moi, je suis en collaboration avec des terrassiers, avec des architectes, on fait beaucoup de choses aussi pour des associations. Même, je peux travailler pour des particuliers qui ont vraiment très peu de moyens, dans la mesure où eux, ils veulent s'investir sur leur projet. Parfois, je propose des formules où je viens juste accompagner leur démarrage de chantier, leur montrer les gestes. Et comme on est avec un matériau complètement... On ne peut pas se blesser avec la terre, on ne peut pas se brûler, on ne peut pas... Chimiquement, c'est tout à fait en accord avec nous. Vous savez qu'on peut même consommer l'argile pour ses propriétés curatives, ou la mettre sur la peau. Donc il n'y a pas d'agression avec ce matériau. Donc je propose aussi ça, d'accompagner des personnes, quel que soit leur niveau de revenu, dans un projet sur mesure. Et c'est là qu'on fait ressources pour le territoire. Moi, j'habite à Romainville. L'atelier aussi est entre Romainville et Noisy-le-Sec depuis pas très longtemps. Et la question de la rénovation énergétique du bâti, ne serait-ce que de la rénovation, de vivre dans un endroit sain où les matériaux sont OK pour la santé, etc. Tout ça, c'est vraiment des enjeux importants. Et je vois aussi, quand je suis sur les chantiers, comment ça revalorise la sensation des gens eux-mêmes. Enfin, si je suis dans un bel habitat, si je me sens bien là où j'habite, là où je vis, je me sens bien, je peux inviter les gens que j'aime. Enfin, voilà. C'est toute cette dynamique aussi qui compte. Pour moi, ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Donc, je suis heureuse de le faire sur le terrain. Et j'ai beaucoup de stagiaires aussi que j'accueille. C'est plutôt des femmes. Et c'est pas moi qui choisis ça, en fait. Je pense que c'est les femmes qui s'identifient... qui viennent me voir parce qu'elles s'identifient plus facilement à une boîte du bâtiment ou tenue par une femme que voilà. Donc ça fait des équipes de femmes. Je maîtrise pas du tout cette proportion, en fait. Ça se fait tout seul. Et j'en suis ravie. Ça se passe très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage très très riche. Et il y a un élément que vous avez évoqué qui me permet de préciser aussi pour les personnes qui seraient un peu moins familières avec l'économie sociale et solidaire, c'est qu'en fait on peut créer une entreprise de l'économie sociale et solidaire en adoptant des statuts spécifiques, donc en créant une coopérative par exemple, en créant une association, ou des entreprises qui relèvent du secteur de l'inclusion, donc entreprises d'insertion, atelier chantier d'insertion qu'a évoqué Frédéric. Et puis il y a aussi une notion de temporalité pour des structures qui se créent avec un statut commercial classique, mais qui peuvent faire une demande d'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ça suppose effectivement d'avoir inscrit au cœur de son projet et de ses statuts les principes de l'économie sociale et solidaire. Et donc voilà, vous l'avez évoqué, poursuite d'une utilité sociale, mode de gouvernance, etc. Voilà.
très rapide précision. Je me tourne à nouveau vers Yésil pour creuser un petit peu les spécificités de l'économie sociale et solidaire dans cet acte d'entreprendre. Dans le cadre du programme Émergence, notamment, vous accompagnez énormément d'entrepreneurs sur le territoire francilien. Qu'est-ce que les personnes qui animent au quotidien le programme Émergence constatent comme particularité des projets de l'ESS, et en quoi est-ce que les modèles de l'économie sociale et solidaire peuvent présenter aujourd'hui des avantages pour des personnes qui ont envie de se lancer ou de faire en sorte que leurs projets rejoignent l'économie sociale et solidaire? Merci Marguerite. Juste, je vais me permettre un petit sondage dans la salle. Qui a un projet de création d'entreprise? Ok, une bonne majorité. Qui a déjà une entreprise? C'est une entreprise de l'ESS? Ok, super. Juste pour comprendre un peu qui on a en face de nous. Du coup, Émergence Île-de-France, c'est un programme que nous, on a lancé, comme je le disais tout à l'heure, on est un réseau d'accompagnement et de financement de l'ESS. Émergence, c'est un programme qu'on a lancé pour la première fois en 2019, en première édition. Aujourd'hui, on arrive à la 5e, à la fin de la 5e. Donc, Frédéric fait partie de la promo dans laquelle on va célébrer ces 5 ans du programme. Qu'est-ce que c'est Émergence? C'est 350 porteurs de projets accompagnés au fil de ces 5 années. À chaque année, on accompagne une centaine de lauréats, beaucoup de lauréates, parce qu'on a 2/3 de nos bénéficiaires qui sont des femmes. Et ça, depuis le lancement du programme. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on retrouve depuis longtemps. On accompagne pendant 9 mois via un programme de validation, structuration et développement de votre projet entrepreneurial. On se situe juste après la phase d'idéation. Donc, vous arrivez déjà avec une idée. On n'est pas là pour vous accompagner à créer une idée, mais on est là pour vous accompagner à passer de l'idée à l'entreprise. 9 mois de suivi individuel. Donc, il y a un conseiller ou une conseillère qui va vous accompagner, vous suivre tout au long de votre accompagnement, mais également beaucoup d'ateliers collectifs dans lesquels on travaille ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, le juridique, l'utilité sociale, beaucoup des fondamentaux économiques et financiers. Il ne faut pas oublier que France Active, à la base, c'est un expert du financement. Donc, notre objectif aussi, c'est de vous faire sortir à la fin de ces 9 mois avec des prévisionnels financiers. Donc, que vous puissiez être en mesure d'aller voir des partenaires, aller voir des banques et solliciter des financements. Et puis, à côté des ateliers collectifs, des temps de rencontres au niveau régional, mais également au niveau local, pour vous faire rencontrer à la fois des experts des différents secteurs d'activité, vous faire comprendre les secteurs d'activité, mais également des potentiels financeurs de vos projets. Donc, Émergence, pourquoi se lancer dans l'ESS et pourquoi lancer un programme qui accompagne plus spécifiquement l'ESS? Parce que les modèles économiques de l'ESS ont beaucoup de particularités. Ce sont des modèles économiques qui sont atypiques, souvent avec... Aujourd'hui, on voit de plus en plus de projets marchands dans l'économie sociale et solidaire, mais à l'époque, ce n'était pas toujours le cas. Quand on pense à l'ESS historiquement, on pense à des acteurs comme des petites assos qui vivaient de subventions des collectivités territoriales sur des petits territoires. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Vous pouvez trouver des entreprises de l'ESS qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont des modèles marchands, comme le disait tout à l'heure Marguerite, des statuts commerciaux avec agrément ESUS, mais qui sont des statuts commerciaux, donc qui génèrent tous les revenus normaux d'une entreprise classique. Et du coup, nous, on porte beaucoup l'attention sur le modèle économique pour vous permettre aussi de travailler, identifier le modèle économique qui répond le mieux à vos besoins, mais également, on va travailler beaucoup sur les sujets de structuration juridique. Frédéric, je pense que ton témoignage était hyper intéressant. J'ai commencé avec ce statut, puis je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire de l'insertion, du coup, ACI, un atelier chantier d'insertion. Et puis, en fait, tout ça, on vous aide dans ces réflexions-là. Souvent, ce sont des montages qui sont assez techniques. Vous avez plein de questions, c'est normal, parce que quand on commence à entreprendre, on n'a pas toujours les réponses. Et l'idée, c'est aussi que le programme puisse accompagner là-dessus. Et puis, sur la gouvernance, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiel. Comment je monte ma gouvernance? Quelle est la bonne structuration de ma gouvernance? Mais je pense que Frédéric, tu pourras aussi témoigner de l'accompagnement.
Et voilà, tout ça pour pouvoir vous donner toutes les clés de réussite pour votre projet et pour vous mettre en condition aussi de lancer de manière sereine et aussi pour vous entourer d'autres gens. Parce qu'aujourd'hui, le problème aussi dans l'entrepreneuriat au sens plus large, c'est que c'est le sentiment d'isolement. L'entrepreneur, il est épuisé, il passe ses journées, ses soirées à monter leur projet. Pas plus tard que tout à l'heure, je rencontrais un entrepreneur qui me dit « Excusez-moi, je suis un peu fatigué encore cette nuit, j'ai travaillé sur ma plateforme. » On connaît très bien la réalité. Cet effet promo aussi, d'avoir une promotion de gens qui sont au même stade, qui sont autour de nous, souvent qui interviennent dans le même secteur d'activité ou dans mon même territoire. Et ça, je pense que ça fait un effet aussi ça casse l'isolement. On peut se partager des choses. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur les sujets d'égalité femmes-hommes parce qu'on a beaucoup d'entrepreneuses. C'est le cas, heureusement, dans l'ESS. Nous, on est fiers de financer, accompagner à chaque année 50% de femmes et 50% d'hommes. Je dis que pour moi, l'objectif, ce n'est pas de faire 80, 20 ou le contraire. C'est vraiment d'avoir un même nombre de femmes et d'hommes. Et du coup, effectivement, comment on prend en compte tout ça? Souvent, il y a des sujets aussi d'autocensure qu'on trouve auprès des entrepreneuses. On demande à des alumni des éditions précédentes de venir témoigner pour montrer comment on peut aller voir des financeurs, de témoigner un peu, parce que le rôle modèle, on sait que dans l'entrepreneuriat des femmes, c'est un vrai facteur de réussite. Donc, pourquoi se lancer dans l'ESS? Plein de raisons. Je suis convaincue et je soutiens l'ESS et j'ai toujours travaillé dans l'ESS et j'y crois fortement parce que disons que pour moi, l'ESS, c'est un peu ce vers quoi il faut que toute l'économie puisse doucement virer. Parce qu'aujourd'hui, il est temps, parce qu'on a vu qu'il y a plein d'enjeux, il est temps d'apporter des réponses. Et puis aussi parce que finalement, les entreprises de l'ESS, on l'a vu, sont beaucoup plus pérennes des entreprises classiques, sont beaucoup plus agiles des entreprises classiques parce qu'elles sont moins assujetties aux variations du marché. On l'a vu pendant la crise Covid. Les chiffres étaient assez remarquables en termes de sauvegarde d'emploi, mais également en termes de sauvegarde des entreprises. Donc, elles sont plus en capacité de réagir aux évolutions du marché. Ils créent de l'emploi, souvent de l'emploi de qualité, souvent de l'emploi dans les territoires, parce que cette notion du territoire, c'est une notion qui est clé dans l'ESS. Donc voilà, je pense que c'est suffisant. Et puis aujourd'hui, ce sont aussi des sujets qui intéressent de plus en plus le grand public. Vous avez vos consommateurs, regardez, si vous allez dans un supermarché, un des premiers rayons que vous trouvez, c'est le bio. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ont envie d'avoir des produits locaux, bio, etc., etc. Donc, il y a aussi des opportunités qui s'ouvrent et puis une sensibilité plus forte des pouvoirs publics. On a de plus en plus je pense que la stratégie ESS de la région, deuxième stratégie ESS, parce que la première, c'était en 2017, ça en est une preuve, mais il n'y a pas que la région. L'État également déploie plein de financement et on commence à voir les clauses sociales dans les marchés, les achats responsables. Il y a tout un tas. C'est un contexte qui est propice pour aujourd'hui se lancer dans l'économie sociale et solidaire et puis la finance solidaire qui aujourd'hui prend en place. France Active finance mobilise à chaque année presque 500 millions d'euros sur l'ESS. Sur l'île de France, ce sont une trentaine de millions d'euros qu'on déploie chaque année. Il y a des opportunités. Donc vraiment, c'est un bon moment pour se lancer. Merci Ézile pour ton enthousiasme, que je pense qu'on est sans doute beaucoup à partager. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris maintenant à travers un peu ces 3 points de vue là sur l'économie sociale et solidaire. C'est le bon moment, effectivement, parce que c'est un écosystème qui est très porteur, qui répond directement à des enjeux extrêmement forts dans toutes les sphères de la société, chez les citoyens, chez les pouvoirs publics, chez les entreprises qui ont aussi de plus en plus qui se mettent à la page, entre guillemets, en matière de responsabilité sociale et environnementale. Donc les donneurs d'ordre aujourd'hui sont très à l'affût des projets de l'économie sociale et solidaire, parce que ça vient émarger sur des thématiques extrêmement importantes. Et puis, c'est aussi un écosystème, je pense, voilà, à travers l'accompagnement d'émergence dont Frédéric a témoigné, à travers les réseaux, les réseaux locaux qui accompagnent l'économie sociale et solidaire. C'est aussi une façon de se rapprocher d'un écosystème qui est particulièrement dynamique.
et qui peut aussi vous accompagner dans vos projets d'entrepreneuriat. J'accélère parce on aimerait bien ouvrir un temps d'échange avec vous. Peut-être en 2 mots, chacune, si vous pouvez donner un conseil aux personnes de la salle. Grâce à Yézil, maintenant, on sait un peu qui on a en face de nous. Donc voilà, un conseil pour les entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui pour se lancer ou pour rejoindre l'économie sociale et solidaire. Ok. Moi, mon conseil, ce serait vraiment du domaine de l'ouverture et de la confiance, parce que quand on est une personne qui cherche des solutions, quand on identifie des problèmes, qu'on sent qu'on tient une solution importante et qu'on a envie de la proposer, il faut en parler aux autres, il faut s'ouvrir, il faut avoir confiance qu'on va trouver du relais, une bonne réception de la part des autres et notamment des pouvoirs publics, mais ça peut aussi être d'autres entrepreneurs qui sont plus stables dans leur position et qui peuvent vraiment être des aides. Moi, on m'a prêté des échafaudages quand je ne pouvais pas investir dedans et que j'en avais absolument besoin. Il y a des entrepreneurs pour qui ce n'est pas un problème parce que c'est bon, ils sont amortis et ils n'en ont pas besoin la semaine prochaine. Et voilà. Donc, il faut vraiment être dans l'ouverture, la confiance et à aller parler de ce dont vous avez besoin pour ne pas rester coincé et accablé par le montage, les phases précaires du début. Enfin, voilà, faut beaucoup d'ouverture. Faut avoir confiance. Ouais. Trois mini-conseils super rapides. Faites-vous accompagner. L'accompagnement, c'est un gage de réussite, de pérennité de votre projet. Donc ça, c'est le premier conseil très simple. Entourez-vous de gens. Je pense que ça va un peu dans le sens de Frédéric. Les personnes autour de vous, c'est une ressource aussi pour la réussite de votre projet. Et gardez haut le moral, parce que c'est dur d'entreprendre, mais c'est une super expérience. Nous, on voit des entrepreneurs à tout stade de vie. Et c'est dur, le démarrage, c'est très, très dur. Mais puis, c'est une expérience, je pense, qui est magnifique. Donc, courage. Et moi, j'ajoute, puisqu'on en a parlé, rapprochez-vous aussi des collectivités qui font beaucoup pour accompagner. Alors, j'en profite pour vous remercier d'être à la région aujourd'hui, parce que ça nous permet aussi de vous montrer ce que fait la région dans ce champ-là. Et pour ne pas être plus longue et pour vous laisser la parole, je vous remercie pour votre attention et on est à votre écoute si vous avez des questions. À qui est-ce qu'on adresse les demandes? Parce qu'elles ne vont pas être traitées ici. Donc, à quel mail on les envoie? Alors, j'ai une petite slide de contact. Je pense que pour Émergence, vous avez du coup une adresse de contact ici. Émergence@franceactividef.fr. Si vous voulez travailler avec Frédéric, il y a le site internet. Côté région, j'ai mis un site internet, mais n'hésitez pas à venir me voir à la fin si vous voulez en savoir plus. Je vous donnerai aussi mon contact. Un, deux. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions qui sont vraiment très riches. Je voulais savoir par rapport à l'accompagnement. Moi, je suis déjà incubé depuis très très peu, mais je cherche un maximum d'accompagnement possible et imaginable. Et donc, du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est un frein pour pouvoir avoir aussi l'accompagnement de France Active? Pas forcément. Après, disons que quand on parle d'incubation, accompagnement, etc., on fait rentrer dans cette catégorie énormément de choses différentes. Nous, on vous invite quand même à ne pas vous faire suraccompagner, parce que parfois, des programmes peuvent être tout simplement répétitifs. Vous voyez les mêmes choses. Donc, ça peut être différent, faire émergence et puis partir dans un accompagnement sur un métier technique de la transition écologique. Ça fait du sens parce que là, c'est une compétence technique. Quand on est sur des programmes qui sont plus largement soit sur la posture de l'entrepreneur, soit sur l'entreprise, on vous conseille de pas vous faire suraccompagner. Cela dit, moi, je ne sais pas, dans votre cas, à l'occasion, vous pourrez m'expliquer si vous voulez, on peut s'en parler rapidement tout à l'heure, mais ce n'est pas une barrière à l'entrée dans nos accompagnements. Comme le disait Frédéric aussi, nous, on essaye aussi d'accompagner des structures qui peuvent exister, mais qui ont des nouveaux projets ou qui veulent créer des nouvelles structures à compter de l'expérience qu'ils ont pu maturer sur le terrain. Ce n'est pas un critère d'inéligibilité, entre guillemets. Mais attention au suraccompagnement, qui est un phénomène qu'on voit beaucoup, surtout des petits accompagnements qui s'empilent et qui s'enchaînent et qui créent finalement presque de la confusion.
Merci beaucoup. Monsieur, s'il y avait une question. Il y avait une question. Juste, on suit. Aucun problème. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous pose une question très rapidement. On a déjà lancé notre start-up et on a essayé d'avancer assez rapidement, mais on s'est concentré sur la partie innovation, sur la start-up. Mais pas à pas, pour des raisons de levée de fonds et de progrès client et tout ça, on est en train un peu de perdre les valeurs sociologiques et écologiques qu'on veut bien mettre au centre de notre start-up. Donc, je ne sais pas si vous prenez des start-up comme ça dans l'innovation pour les recentrer encore une fois sur la partie sociologique et écologique. Alors, ça c'est un très bon point, celui que vous soulevez, parce que les levées de fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir votre capital. Donc, ça veut dire que jusqu'à hier, vous êtes propriétaire à 100% de votre entreprise. Demain, vous avez un actionnaire, vous avez choisi le mauvais actionnaire qui va vous dire, écoute, oui, très bien, les valeurs sociaux, mais enfin, je ne vois pas de résultat. Et bien, à ce moment-là, comment vous vous placez? Là, on n'est pas forcément dans une phase d'émergence, on est déjà dans une phase disons, d'amorçage, changement d'échelle, développement. Nous, on a des programmes pour accompagner nos entrepreneurs justement à renforcer leur engagement au long de la vie de leur entreprise et aussi pour vous accompagner justement à choisir le bon tour de table, les bons investisseurs. Ça, je n'arrête pas de le dire à nos entrepreneurs. Attention, quand vous ouvrez votre capital, c'est un mariage. Vous mettez quelqu'un dans la maison. Choisissez bien qui vous mettez dans la maison parce qu'en fait, je vois tout le temps des entrepreneurs qui viennent me dire exactement ça. Maintenant, je les ai dans mon capital et je dois faire des compromis parce que je ne peux plus garder ma vision initiale. Attention, faites-vous accompagner à la levée de fonds par France Active. Il y a plein d'autres acteurs sur le... Nous, on fait beaucoup ça, c'est notre cœur de métier, mais j'en connais plein qui le font autant bien que nous sur d'autres sujets, par exemple, qui sont spécialisés sur les boîtes d'innovation, de la tech, sur l'environnement, enfin, parce qu'en plus, les secteurs sont variés. Mais faites-vous accompagner dans l'identification et dans le montage de votre tour de table, parce que justement, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vous imposent des choses et qui vont enlever la nature même de votre projet. Je vois qu'on a... Merci beaucoup. L'écosystème du financement est très... Enfin, il y a beaucoup aujourd'hui d'investisseurs solidaires. Faut regarder aussi, il y a des labels, je pense notamment au label Finansol qui vous donne aussi des bonnes indications voilà, sur le site de FAIRE. Il y a un réseau de la finance solidaire qui est aujourd'hui assez dynamique et ça vaut le coup de prendre connaissance de ces acteurs-là. Je pense qu'on a encore le temps pour une question. Je suis désolée, on a été... Oui, madame avait... Merci, ce sera extrêmement rapide. En termes de calendrier pour l'accompagnement émergence, a-t-on déjà une idée concernant la date de début de candidature pour la prochaine promotion, s'il vous plaît? L'appel à projet est publié en janvier, deadline fin février, sélection au mois de mars, lancement de l'accompagnement en avril, du coup 9 mois jusqu'à décembre, clôture de l'événement, événement de clôture en décembre. Nous, en plus, on travaille avec la région en partenariat. L'année dernière, c'était Sylvie Mario, justement, qui a fait notre clôture d'émergence. Donc, ça va de janvier jusqu'à décembre. Et toutes les informations, vous les trouvez sur le site d'Émergence Île-de-France, mais également sur tous les sites des différentes associations territoriales France Active. France Active Île-de-France, Métropole, Seine-et-Marne, Essonne, etc. Et sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Et souvent, c'est la région aussi qui relaie l'information, dont vous le trouverez probablement aussi sur les réseaux de la région. Je vous propose qu'on clôture cette masterclass. Merci beaucoup pour votre attention et pour ces interactions. Et puis on reste toutes les trois, voilà, tant qu'on a, je crois qu'on a à peu près 10 minutes encore pour discuter dans la salle. Donc merci à tous et à tout de suite.